pour l'invitation. Le titre, donc les mots sont très importants. Outre les saladelles et les marais salés présentation, il y a le mot outil. Bizarrement, c'est ce qui m'a interpellé quand j'ai travaillé sur pour la préparation de cette conférence. Et en faisant quelques recherches, ça a l'air de rien, mais on peut en tirer quelques aspects intéressants. Alors l'outil, il y a notamment le philosophe Henri-Louis Bergson qui a travaillé sur la notion d'outil chez l'être humain. Et il en ressort, d'après moi, deux aspects, d'après lui aussi, mais... Donc il y a deux aspects dans l'outillage. Il y a vraiment l'aspect instrument, et en tant qu'instrument de mesure, de capteur, un récepteur ou un indicateur donc, de notre environnement, mais aussi un moyen. C'est un objet qui va nous permettre de produire, de faire quelque chose, donc une application, un auxiliaire, une recette ou une formule. Plus fort? Là, c'est mieux. Donc, il y a ces deux aspects, instrument et moyen. En fait, il y a vraiment cette notion de passif-actif. D'un côté, il y a l'outil qui va apporter des informations et des données qui va décrire l'environnement. Et d'un autre côté, c'est un objet qui va nous permettre d'aboutir à une solution ou à un paramètre qui va être intégré à la formule, donc à la problématique. Donc ces deux aspects permettent d'aboutir sur un résultat, une fin, un objectif fixé auparavant. Voilà, après cette petite introduction sémantique, je passe au plan de la présentation qui est simple, il n'y a pas... Voilà, en trois parties. Donc la première partie se veut générale, c'est pour faire un état des lieux vraiment de manière globale, d'un côté des marais salés, et de l'autre côté donc le genre limonium, donc les différentes échelles spatiales. En seconde partie, je vais vous présenter un exemple sur lequel j'ai travaillé pendant ma thèse. C'est la saladelle de Girard, que certains peut-être connaissent. Donc une introduction générale à l'espèce et puis quelques détails. En fait, les détails, c'est la plupart, c'est les résultats de mes travaux de recherche. En troisième partie, je vais développer des perspectives qui en découlent, ainsi que des prospectives, des petites nuances intéressantes. Donc première partie, des marais salés dans le monde. Voilà la carte du monde. Et si on regarde la distribution des marais salés dans le monde, il y en a un peu partout en fait. Ce sont des écosystèmes cosmopolites, mais il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que ce sont des écosystèmes qui ne se distribuent que hors zone tropicale. Vous voyez bien, tous les cercles rouges, ils ne sont pas entre les continents, ils ne sont pas en zone tropicale. Et en fait, en zone tropicale, on retrouve les mangroves. Donc l'humidité constante et les fortes températures modifient les conditions, forcément, ce n'est pas les mêmes végétaux qui s'y développent. Donc une première particularité des marais salés, c'est hors des zones tropicales. Ensuite, parmi tous les marais salés, il y a des différences, forcément du fait des différentes latitudes, des climats où sont les marais salés. Et il y a aussi la marée, parce qu'il y a des marées salées qui dépendent des marées lunaires, astronomiques, ce qui n'est pas le cas en Méditerranée. J'y viendrai par la suite, mais il y a aussi des marées atmosphériques. Et ça va jouer beaucoup sur la structure de l'écosystème. Mais aussi beaucoup de points communs dans les marais salés. Donc, globalement, ce sont des écosystèmes localisés et souvent, la plupart du temps, fragmentés, et qui représentent de faibles surfaces. La particularité, c'est qu'il y a des fortes concentrations de sel dans le sol, qui induit un gradient de salinité, donc spatialement, ce qui va structurer l'écosystème. Il y a un paramètre qui est très important, c'est la submersion, c'est le temps de submersion qui va structurer la végétation et l'écosystème dans son ensemble. Donc tout ça sur un substrat meuble, donc sable, limon et argile. Du coup, avec tous ces points communs, il y a un type de flore que l'on retrouve sur la plupart des marais salés qui vont développer les mêmes stratégies de lutte contre le sel ou contre la submersion.
Donc voilà un petit schéma qui synthétise les principaux paramètres. Donc il y a le gradient hydrologique, forcément les points bas sont plus fréquemment inondés, avec une structuration de la granulométrie, avec généralement les éléments les plus fins en bas et les éléments les plus grossiers en haut. Et les différences de conditions vont induire plutôt des phénomènes de compétition au niveau des zones les moins contraintes par le sel, donc plus d'espèces végétales différentes qui vont entrer en compétition, alors qu'au niveau bas, le stress halin et anoxique vont réduire la richesse spécifique, et du coup ce seront plus des espèces adaptées au stress qui vont se développer, donc peu d'espèces. Et vu ces caractéristiques, les marais salés sont des écosystèmes vulnérables de leur faible surface. Ils dépendent de l'hydrodynamisme, donc si l'hydrodynamisme est modifié, forcément toutes les caractéristiques sont modifiées, et c'est sur un substrat mouvant. Et là aussi, ça veut dire que c'est un écosystème qui bouge, qui est très dynamique. Et sur ces systèmes-là, on retrouve beaucoup d'espèces rares, tant végétales qu'animales. Et malheureusement, ce sont des écosystèmes menacés. Là, il y a une photo aérienne, donc c'est au sud du Portugal. Vous voyez donc un écosystème de marais salés et de lagunes, avec un aéroport ici, et la vie qui se développe. L'avantage, c'est que c'est plat, le substrat est meuble, donc on peut très facilement aménager ces systèmes. Mais il faut savoir que ces systèmes sont très importants, parce qu'ils nous procurent des services écosystémiques qu'aucun autre écosystème peut nous apporter. Donc déjà, ils contribuent à l'épuration des eaux, modulent les inondations, donc le fait qu'il y ait ces grandes zones étendues limite les dégâts que peuvent provoquer les inondations. Cela régule les flux de nutriments entre les systèmes. Ça protège aussi de l'érosion, notamment par exemple le district côtier de la Camargue, qui existe toujours parce que justement il y a ces systèmes de marais salés qui permettent d'ancrer le substrat. Et ça produit aussi beaucoup d'habitats pour la faune, et notamment, encore une fois, l'écosystème de Camarguais, qui est un des plus grands lieux de migration des oiseaux. Du coup, ces systèmes bénéficient quand même de grands programmes de conservation et de gestion. Il y a notamment la convention de Ramsar. Donc Ramsar, du nom de la ville où a été créée cette convention, c'est en Iran. Il y a des réserves de biosphère de l'UNESCO, il y a le conservatoire du littoral, le réseau Natura 2000, les parcs et réserves. Donc plein de systèmes qui permettent de gérer et de conserver ces habitats. Malgré tout, ça reste des habitats menacés. Donc il faut développer des outils pour les gérer de manière optimale. En Méditerranée, les marais salés ont quelques particularités. Tout d'abord, la sécheresse estivale, qui ne se retrouve pas dans tous les marais salés. Donc ça rajoute une contrainte environnementale supplémentaire. Il y a le stress salin et l'anoxie. Et là, en été, une saison sèche. Ce sont des marées de faible amplitude. Donc la mer Méditerranée représente une faible masse d'eau, donc pas suffisamment importante pour être attirée ou repoussée par les astres. Donc l'amplitude, c'est de l'ordre de 30 cm à 1 mètre, et c'est ce qu'on appelle des marées atmosphériques. Donc là, l'hydrologie est très importante pour la structure des marais salés méditerranéens. C'est aussi un haut lieu de biodiversité, le bassin méditerranéen. Et les marais salés représentent de faibles surfaces. Et encore une fois, notamment sur le bassin méditerranéen, il y a de forts enjeux et de fortes menaces, notamment du fait de l'urbanisation, avec l'industrie et le tourisme, avec de gros enjeux économiques. Et cette pression-là est en confrontation en fait, avec tout le système de protection, donc Natura 2000, les zones SNIEF, les parcs et les réserves. Alors là, petit aperçu, ça fait un peu mal au cœur. Alors, je ne sais pas si vous... Je vous laisse peut-être la surprise. Donc,
c'est en France, les marais salés. Donc première photographie en 1938, après je vais laisser courir l'animation. Donc tout se passe bien jusque-là. Vous connaissez à peu près la zone. Et à partir des années 1967, il se passe quelque chose. Voilà, le magnifique port autonome de Marseille. Donc c'était des zones naturelles quasi intactes. Il y avait certainement de l'agriculture et de la production de sel. Et voilà donc le type de menace avec les gros enjeux économiques qui vont induire la destruction totale donc des marais salés. Et à tous les niveaux. C'est pas seulement la modification de l'hydrologie, c'est directement un creusement, des remblais et les constructions d'infrastructures. Alors passons au genre Limonium. Quittons un peu les marais salés. Alors le genre Limonium, c'est un genre cosmopolite qui représente environ 300 taxons. Et le genre Limonium est apparu, en tout cas c'est diversifié, il y a à peu près 12,5 millions d'années. 12,5 millions d'années. Il se développe sous climat tempéré et sur des systèmes côtiers, donc les lagunes, les marais ou les falaises littorales. Et là aussi, encore une fois, un noyau de diversité se développe au niveau du bassin méditerranéen. Donc sur tout le pourtour des côtes méditerranéennes, le genre est présent. Il y a eu une très forte diversification du nombre de taxons pendant la crise messinienne, donc il y a 5 millions d'années. Alors pour ceux qui ne savent pas, la crise messinienne, c'est l'assèchement presque total de la mer Méditerranéenne, induite par la fermeture du détroit de Gibraltar. Donc le niveau d'eau a baissé, la concentration de sel a augmenté, du coup le nombre et l'étendue de marais salés, il y a 5 millions d'années, était beaucoup plus importante qu'à présent. On retrouve dans le genre Limonium une opposition entre des taxons plutôt ouest méditerranéens et des taxons plutôt est méditerranéens. Alors ce serait dû au fait que, là, la mer Méditerranéenne est divisée en deux sous-bassins. Et il y a un bassin qui se serait re-rempli avant l'autre. Donc du coup, la radiation et l'apparition de nouvelles espèces serait faite de manière différée. D'où l'opposition est-ouest. Ensuite, on a une autre opposition qui est les espèces de substrats sableux, qui sont tétraploïdes. Donc, un petit rappel, le niveau de ploïdie, c'est le nombre de versions de gènes qu'on a. Nous, l'être humain est diploïde. Donc chez les plantes, ça peut aller jusqu'à 127, je crois, 127 versions d'un même gène. Donc 127 chromosomes. Donc là, chez les Limonium, il y a des espèces tétraploïdes, donc 4 versions du gène sur substrat sableux, et des espèces diploïdes sur substrat rocheux. Et la nature est un peu compliquée, il y a des espèces triploïdes, donc il y a 3 versions qui sont des hybrides entre les espèces tétraploïdes et diploïdes. Ensuite, un petit zoom sur la Provence, au sens large. Donc la côte méditerranéenne française, elle accueille 14 espèces de Limonium, qui sont réparties là aussi en espèces plutôt de substrats rocheux, à l'est, donc c'est Limonium cordatum et Limonium pseudominutum, et à l'ouest, sur substrat sableux, donc les autres Limonium listés ici. Donc sur ces 14 espèces, il y en a 5 protégées en France, 7 inscrites sur le livre rouge des espèces menacées de France, top 2. Ce qui représente quand même la majorité des Limonium sont protégés ou en tout cas sont menacés en France. Ils sont menacés par quoi? Comme je vous l'ai dit précédemment, par l'urbanisation et la pollution de l'eau. Ça c'est valable sur les substrats rocheux et les substrats sableux. Il y a aussi la modification du régime hydrique et l'endiguement des cours d'eau, qui là concerne seulement les substrats sableux. Donc sur les substrats sableux, les marais salés, les conséquences peuvent être des inondations prolongées, anormalement prolongées, donc ça va modifier les conditions
pour les espèces, ou à l'opposé, un assèchement anormal qui va induire une succession végétale, donc recolonisation de la végétation, qui va induire des phénomènes de compétition qui sont défavorables aux espèces de limonium, comme je vais vous l'expliquer par la suite. Je précise, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même pendant la présentation, il n'y a pas de souci. Donc, un petit résumé donc, sur le genre limonium et les marais salés. Finalement, ces deux compartiments ont des points communs. Ils sont présents sur tous les continents, en zone tempérée, et ils sont tous deux fragiles, rares et menacés. Donc, il y a un enjeu de conservation commun. Et donc une gestion est nécessaire pour gérer tant les espèces de limonium que les marais salés. Donc, du coup, la question initiale, comment préserver les marais salés? Et est-ce que les espèces de limonium peuvent être utilisées comme des outils pour justement la gestion de ces marais? Alors là, je vais vous développer l'exemple, donc en partie 2, la saladelle de Girard, qui était mon modèle d'étude pendant ma thèse. Donc cette espèce, elle est pérenne, endémique de France et d'Espagne. Elle se développe sur les marais côtiers méditerranéens. Et donc son développement dépend des inondations hivernales. C'est très important, c'est un paramètre très important, comme je vais le développer par la suite. Malgré sa rareté globale, il y a de très fortes abondances locales. Et c'est une espèce triploïde, donc qui est issue d'hybridation. Donc normalement, une espèce triploïde ne peut pas produire des graines viables, puisque 3 divisé par 2, pour les gamètes, ça ne fonctionne pas. Mais elle est quand même agamospermique, c'est-à-dire qu'elle produit des graines sans qu'il y ait fécondation. C'est une forme de parthénogénèse. Donc, et d'ailleurs, les études génétiques ont montré que c'était un clone, en fait. Il n'y a pas de diversité génétique entre les individus de saladelle de Girard. Sa répartition française, donc on le voit, qui est assez largement répartie du golfe de Fos jusqu'à Perpignan, avec toutefois, là ici les points blancs sont des stations qui n'ont pas été revues depuis les années 90, en tout cas des données antérieures à 1990. Donc localement, elle peut être en régression. Là, c'est une petite image d'une population dans les salins de Lanfort, donc c'est vers l'étang du Caban, au niveau du golfe de Fos. Et on voit très bien, le liseré rouge représente une population de limonium, en fait, de limonium de Girard. Donc à droite, vous avez les parties qui sont inondées l'hiver, et à gauche, les zones jamais submergées par les précipitations. Donc on voit bien que la saladelle de Girard se développe en liseré fin entre ces deux types d'habitats. Alors le contexte, pourquoi j'ai été amené moi à travailler sur la saladelle de Girard, c'est que cette espèce a bénéficié des mesures compensatoires, donc pour déroger à la loi sur la destruction des espèces. Donc plus précisément ici, au niveau du golfe de Fos, il y a eu un projet donc, de centrale électrique qui a été réalisé donc, en 2008 et en 2013 avec en présence de la saladelle de Girard. Et donc ces mesures compensatoires, il y a eu des propositions de mesures de gestion des populations en contexte industrialisé. C'était la problématique. Mais pour pouvoir proposer des mesures de gestion et de restauration de l'espèce, il faut des prérequis en termes de connaissances, donc sa biologie, son habitat, sa dynamique et sa génétique de population. Donc voilà une photo du chantier à l'époque. Donc imaginez les habitats de saladelle. Difficile. Voilà, le cadre scientifique, c'était un programme de recherche sur 3 ans. Donc le but était d'apporter des connaissances fines sur l'espèce, notamment en ce qui concerne son auto-écologie et son état de conservation, afin de proposer des mesures de restauration. Donc le cadre, on va dire un peu plus général, nous sommes partis du constat
des espèces rares et de la problématique de leur conservation. Donc il existe un outil, qui est la restauration écologique, qui permet de compenser ou du moins réparer les dégâts induits par les activités anthropiques. Sauf que pour faire de la restauration écologique, il faut connaître les facteurs de rareté de l'espèce, donc étudier la persistance des habitats des espèces avec l'homme, d'un côté, et les potentialités de réponse de l'espèce face au changement. Ces connaissances nous permettent par la suite de proposer des mesures de restauration écologique. Alors durant cette thèse, il y avait des objectifs principaux qui étaient la définition de la niche écologique et l'habitat de l'espèce, d'étudier la dynamique de ces populations et ainsi dégager les facteurs de rareté et les possibilités de restauration des populations d'espèces. Alors, nous avons mis en place une méthode qui a permis d'approcher donc ces différents objectifs. Nous avons disposé de 200 placettes permanentes, des placettes d'études, sur l'ensemble de l'aire de répartition française, et le tout en suivant 4000 individus pendant 3 ans. Et ça a permis d'aborder plusieurs approches complémentaires, donc la niche écologique avec les facteurs principaux et la recherche de l'optimum écologique de l'espèce. Ça nous a permis d'étudier la dynamique des populations en fonction de ces différents facteurs environnementaux. Nous avons aussi étudié la végétation associée afin de compléter l'idée de l'habitat de l'espèce. Et nous avons aussi réalisé des expérimentations en laboratoire pour vérifier et affiner les mesures sur l'écologie de l'espèce. Nous avons aussi étudié la génétique des populations. Je vais vous passer tous les détails. Je vais simplement vous présenter là des schémas qui représentent la conclusion des travaux. Donc si on reprend le schéma du marais salé, on a tout d'abord un gradient hydrologique avec les inondations au niveau bas et les zones plus sèches au niveau haut, avec des différences au niveau de la texture du sol. Et pour la Saladelle du Jura, nous avons observé un optimum juste au-dessus du niveau maximum d'inondation pendant l'hiver, avec des différences sur substrat sableux qui est plus drainé. L'espèce peut descendre plus bas parce que le sol est plus oxygéné malgré l'eau. Inversement, lorsque le sol est très argileux, l'anoxie est très importante. Donc l'espèce a tendance à remonter pour éviter l'anoxie. Donc nous avons une réponse unimodale sur les gradients écologiques qui concerne l'hydrologie et l'effet de l'inondation est modulé par le substrat. Ensuite, voilà, lorsqu'arrive une inondation hivernale, nous observons que l'optimum est environ 20 cm au-dessus des niveaux d'inondation. Et cette inondation hivernale induit l'émergence des plantules. Donc c'est pour ça que je vous disais que l'inondation est très importante, parce que c'est elle qui va permettre l'émergence de nouveaux individus qui vont ensuite passer les différents stress écologiques. Mais lorsque cette inondation est anormalement longue, par la modification de la topographie ou d'un cours d'eau, l'hydrologie est modifiée et ça a des effets négatifs sur les populations. Il y a une mortalité, voilà, une forte mortalité. Cette mortalité, nous l'avons testée, nous avons cherché à savoir combien de temps pouvait tolérer une submersion. Donc nous avons immergé des jeunes individus de Saladelle, donc des jeunes âgés de 4 mois, et des plantules qui venaient de germer. Et nous les avons suivis pendant 11 semaines. Et nous avons mesuré la probabilité de survie. La première information, c'est que la Saladelle de Girard peut tolérer jusqu'à 10 semaines de submersion, ce qui n'est pas négligeable pour une plante, ce n'est pas une plante aquatique. Mais on voit qu'il y a une grande différence entre les très jeunes individus qui tolèrent beaucoup moins la submersion par rapport aux individus
déjà développé, certainement du fait du système racinaire qui permet d'oxygéner les tissus. Suite à la récolte de toutes ces informations sur l'écologie de l'espèce, nous avons testé la possibilité de restaurer les populations par l'ensemencement de graines sur le terrain. Mais nous avons voulu tester l'effet de la perturbation sur l'émergence des graines. Est-ce qu'une perturbation est favorable ou non à l'émergence de nouveaux individus? Parce qu'il a été souvent observé sur le terrain, des zones qui ont été remaniées, il y a eu beaucoup d'émergence de nouveaux individus. Donc nous avons mis en place cette expérimentation avec un degré d'intensité de la perturbation qui est croissante ici, vous voyez sur le schéma. D'un côté, nous avons laissé la végétation intacte. Un autre degré, nous avons juste retiré la végétation, donc nous avons retiré la compétition. Ensuite, nous avons retiré la végétation et gratté la surface du sol. Et enfin, nous avons labouré. On n'a pas fait ça dans le temps, on a fait des placettes, vraiment chacune traitée de manière différente. Et nous avons mesuré l'émergence des graines en fonction de ces 4 perturbations. Les résultats sont les suivants. Lorsque l'on laisse la végétation intacte ou qu'on laboure le sol, c'est négatif pour l'espèce. La germination est moins importante. Par contre, ce qui est très bénéfique, c'est lorsque on retire la végétation ou alors que le sol est griffé. Ça permet en fait de libérer de l'espace pour les jeunes individus qui ont besoin de lumière et de ressources. Donc finalement, comment restaurer la saladelle de Girard? Tout d'abord en tenant compte des impacts anthropiques, par la modification des régimes d'inondation, en rétablissant le régime d'inondation favorable à l'espèce. Ensuite, le renforcement ou la création de population est possible par transplantation. Là, je ne vous ai pas présenté les résultats, mais la transplantation d'individus de saladelle de Girard est possible et fonctionne. Ou l'ensemencement, avec un effet positif d'une perturbation modérée. Cela montre bien que c'est une espèce qui vit dans un habitat qui est dynamique. Si l'habitat est figé, l'habitat n'est pas renouvelé, donc les populations ne sont pas renouvelées. Donc la conservation et la restauration de ces habitats est importante pour la saladelle, et cela passe par la réduction des aménagements des marais salés et le maintien d'éléments d'inondation naturelle. Donc, pour conclure cette deuxième partie, la saladelle du Girard est un outil potentiel pour la gestion des marais salés, mais plus précisément des steppes salées méditerranéennes, qui n'est qu'une partie des marais salés. D'où l'intérêt d'utiliser d'autres espèces de saladelles. En voici quelques-unes. À savoir comment elles se positionnent sur les marais salés et comment elles peuvent être utilisées comme modèle pour la gestion de ces marais salés. Parce qu'en effet, les marais salés sont des complexes d'habitat avec des niches différentes, qui sont les espèces de saladelles. Chaque saladelle va retrouver son optimum à un niveau différent du marais salé. D'autre part, sur les marais salés longs français, les cortèges de saladelles sont différents, puisque la distribution des espèces est discontinue. Il y a certaines espèces qu'on va retrouver que dans l'Hérault et pas dans les Bouches-du-Rhône. Et inversement, mais parmi ces espèces, il y en a qui ont des écologies similaires. Donc le but est d'utiliser cette similarité entre espèces pour utiliser de manière analogue ces espèces pour la restauration et la gestion des marais salés. Donc, les limoniens peuvent être utilisés comme modèle biologique intégratif qui se veulent complémentaires, mais il est nécessaire d'établir ou d'avoir des connaissances profondes et précises sur ces espèces pour les appliquer et pour les utiliser comme outils. Donc comme je vous l'ai dit, les marais salés sont des écosystèmes à part entière composés de différentes parties, mais qui sont interdépendantes et fonctionnelles. Donc leur préservation et leur gestion ne peuvent se faire que de manière globale et intégrative. Il faut prendre le marais salé dans son ensemble.
Donc l'espèce de limonium comme outil, oui, mais alors il faut prendre le postulat suivant, c'est que la préservation des limoniums passe nécessairement par la préservation des marais salés. Ce raisonnement nous permet de dire que si on veut préserver les marais salés, il suffit de préserver les limoniums, donc de connaître les limoniums. Et cela amène donc au concept suivant, l'espèce parapluie. Donc le fait de protéger une espèce permet de protéger un ensemble d'espèces, mais là, la protection d'espèces permet de protéger des habitats. Donc pour appliquer ce modèle de gestion en utilisant les saladelles, il est important d'établir une feuille de route. Donc, ça passerait par la mise en place d'un programme de recherche qui permettrait d'étudier la niche écologique des espèces de saladelles, leur dynamique de population, leur état de conservation, ainsi que leur génétique. Ça demande aussi la mise au point de méthodes de restauration par des tests in situ, avec l'utilisation d'espèces de saladelles locales, et aussi un suivi des populations naturelles, mais aussi un suivi des populations nouvellement créées. Et il est important aussi de suivre les fonctionnalités et l'état de conservation des marais salés, gérés ou non, pour voir si l'action de gestion est efficace ou non. Donc tout ça c'est très bien, mais si on prend un peu de recul, donc c'est un fait, les marais salés sont dégradés globalement, il existe des marais salés dégradés. Les conséquences sont l'érosion de la biodiversité, la perte des fonctionnalités, la perte des services écosystémiques, un coût économique, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à calculer le coût économique de la destruction d'un habitat, mais c'est sujet à controverse. Et il y a des réponses. Les réponses sont la restauration écologique, la gestion et la recherche. Mais la cause profonde, c'est souvent dans ces problématiques de gestion et de conservation, on ne remonte jamais à la source. Enfin, d'après moi, on ne remonte jamais à la source du problème. La cause profonde, la destruction des marais salés, c'est dû à l'activité économique. Donc les industries, le tourisme. Mais pourquoi ? Pourquoi cette activité économique ? Pour l'expansion économique. Donc l'expansion économique, on l'a fait avec quoi ? En utilisant, en exploitant les ressources naturelles. Donc que ce soit l'espace ou vraiment les ressources en tant que telles, qui sont finies et non renouvelables. Du coup, se pose la question, jusqu'où on peut exploiter ces ressources ? Est-ce que ces ressources sont gérées ? À l'heure d'aujourd'hui, a priori non. Et pour qui ? Enfin, qui l'a décidé ? Ce système, comment ça se fait qu'on se retrouve à dégrader des écosystèmes sans se préoccuper de leur rôle, des bienfaits qu'ils nous apportent ? Et d'après moi, si on remonte jusqu'à la source, pour être un peu provocateur, en fait, c'est le capitalisme. Voilà. D'après moi, la plupart des problèmes, même la majorité des problèmes écologiques que l'on observe sur notre planète, c'est dû à une idéologie économique. Alors, ce n'est pas un gros mot, mais c'est une économie qui se base sur l'exploitation des ressources. Sauf que l'idéologie veut que l'expansion économique soit infinie. Mais les ressources ne sont pas infinies. Donc le capitalisme, donc là c'est juste pour un petit trait d'humour. Vous savez ce que c'est, cette petite bête ? C'est le diable de Tasmanie. Voilà, et ça, c'est un diable. Donc c'était juste pour dire que, voilà, pour diaboliser le capitalisme. Donc voilà, ça c'est vraiment prendre énormément de recul, c'est dangereux dans le sens où ça demande beaucoup de connaissances, mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on veut gérer des espaces naturels ou des ressources, d'avoir toujours en tête vraiment la source profonde du problème. Si on veut gérer à long terme les marais salés, il faut revoir la manière il faut revoir l'économie à l'échelle globale, mais surtout à l'échelle locale.
Oui, c'est du travail, mais il faut y réfléchir. La plupart du temps, quand j'ai été confronté à la gestion, à la restauration des écosystèmes, ça n'a jamais été abordé, ce point-là. Vraiment, la source profonde des problèmes qu'on rencontre n'a jamais été abordée. Et pour moi, la restauration, c'est le moindre mal, c'est le moins qu'on puisse faire quand on a détruit quelque chose. Mais il ne faut pas que ça devienne une justification, que ça permette de détruire. C'est pas parce qu'on a un outil pour réparer qu'il faut détruire. Et donc, pour moi, la restauration, parfois, c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois. On a détruit, on essaie de réparer comme ça, mais dans l'absolu, on n'a pas résolu le problème. On y reviendra, nécessairement. Donc, la gestion, la conservation, oui, mais toujours avec beaucoup de recul et de manière globale. Et la restauration écologique est faite de beaucoup de ratés qui permettent de montrer que quand on a abîmé ou détérioré un milieu, on ne peut pas le remettre en état. Et je pense que la restauration écologique ne doit pas servir de motif à justifier une détérioration, mais elle a un outil pour montrer aux gens que quand on a détruit, on ne sait pas remettre en état. La restauration, la définition, c'est de revenir à l'état précédent la destruction. Ce qui est fondamentalement impossible. C'est comme la compensation, le concept de compensation, donc en termes de législation de la protection de l'environnement, on ne compense jamais une destruction, mais la détruite des individus, on ne peut pas compenser. Et le problème, c'est que tous ces mots, ces concepts, n'enrayent pas vraiment la détérioration de l'environnement. Et la solution, elle vient si on prend le problème de manière très profonde. En tout cas, merci pour votre attention et si vous avez des questions ou des remarques. Sur le problème de la compensation, le gros problème qu'il y a, c'est que, d'abord, on n'est pas fort problème, mais on est obligé de donner une valeur marchande à tout ce qu'on détruit. Obligé, non? Plus ou moins, dans la pratique, quand tu détruis un endroit, quelqu'un doit construire un endroit et des plantes protégées, on leur dit, bon, ben ça va, si vous détruisez là, vous allez construire, vous détruisez, mais par contre, dans un contrepartie, on va vous donner tel et tel terrain, parce que vous allez le surveiller, etc. Et il y a toujours une valeur plus ou moins marchande entre les deux, et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui a permis à détruire un peu n'importe quoi, puisqu'on sait qu'en contrepartie, on donne autre chose à quelqu'un. J'en parle parce que la ligne 1 a eu un problème à... Bon, en fait, c'est arrêté, c'est l'allumé d'autres spécialistes, parce que ça nous dépasse de nous, on n'a pas les moyens pour le faire. Et quand il y a eu le maire de Martigues qui devait construire son centre de Thalassa à l'UTT, je veux dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, écoutez, vous n'allez pas me regarder pour 4 places qui sont là. Bon, il y en a d'autres là-bas, puis nous, on vous donnera ça là-bas. Mais ce qu'il y a là, ça n'y est plus. Et je ne sais pas si on ne va pas se faire avoir, peut-être un peu, parce qu'actuellement, c'est parti sur cette voie-là. Donc, je vous demande, certains activistes, qui se trouvent sur cette situation, ne risquent pas de disparaître, au moins là-dessus. Mais comme je crois que c'est des seuls endroits où ils se trouvent, ça risque de poser problème. Après, ça peut être rédhibitoire parfois, mais c'est vrai que les projets, la plupart du temps, ils ont tendance à passer parce que raison d'État ou en tout cas raison économique majeure, c'est l'économie qui prime. C'est pour ça que justement ce problème-là, c'est vraiment, c'est criant, c'est l'économie qui est mise en avant. Mais l'économie, pour qui, pourquoi, enfin, dans l'absolu, on s'échine tous à produire, on ne profite pas tous forcément, et au final on détruit des espaces naturels. Au nom de quoi? Et jusqu'où surtout? Parce qu'effectivement, la compensation, on va détruire tant d'individus de telle espèce, bon, là, c'est que 50 individus. Même 50 ou 50 avec la moment, il faut bien mettre des limites et des bornes. Et en l'occurrence, là, la plupart des projets se cantonnent à partir d'un mot. Moi-même, enfin, je me suis amené à faire ça en tant qu'expert botanique en bureau d'études. C'est le cas. Il n'y a qu'une cinquantaine ou une centaine d'individus d'une espèce qui ont été détruits. Il va y avoir achat et cession de parcelles qui vont être gérées. Après, la petite nuance à apporter par rapport à la compensation, c'est que la compensation elle doit être positive. C'est-à-dire que si on détruit une unité, on doit en produire derrière 10, par exemple. C'est un ratio de 10 pour 1. Il faut que ce soit en plus. Il ne faut pas que ce soit égal. Donc là, du coup, ça pousse quand même
mais dans l'absolu, ce qui est détruit, on ne peut pas le remplacer. D'autres questions? Non? On n'attaquera pas la source du problème parce que sinon on y est jusqu'à demain matin. Oui, mais au moins, j'ai envie de Oui, non, c'est vrai que et après. on ne peut pas se laisser pour le débat là, parce que après on va trouver des autres débats qui dépassent le cadre de la discussion sur la botanique et tout ce qui s'ensuit. Je prends encore mon exemple, que si je suis tombé dessus par hasard et si j'ai fait partie des gens qui ont soulevé le problème, ça ne peut être plus mes compétences. Donc je pense aussi qu'il y a un gros problème, c'est que quand il y a des gens qui défendent la nature, ils emmerdent. C'est mon expression, c'est ça. Parce que dans le cas présent, je voulais dire tout à l'heure, en aucun cas, la lumière a dit, par rapport à l'économie, on ne construit pas quelque chose, même si ça doit créer des emplois, jamais on a vu une fenêtre de construire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas construire là. Et tu peux construire 200 mètres à côté, et voilà, le problème est réglé. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que là, on ose dire à des politiques qui sont quelque chose de très clair, non, faites pas ça, mais il faut faire autre chose. Et là, ça va. Et on le voit sur la ville de Marseille, il y a le collègue qui vient de partir, on a défendu une cave, le Cap Nord, aussi pour des plans d'une construction quelque part qui détruisait aussi. Et je veux dire, il faut que la ville, les villes, les maires, quelles que soient les communes, parce que là on a un exemple, les maires de droite et les maires de gauche pour la Philippe, là c'était pour la Philippe casser la table, c'est pas un problème de couleur. Eh bien, non, l'important c'est qu'ils ont décidé de faire quelque chose économiquement, par amitié, parce qu'ils veulent faire plaisir à quelqu'un, tout ce que tu veux. Et nous, avec ceux qui aiment la nature, on se retrouve au milieu, et des fois on n'a vraiment pas les moyens de se battre, parce que ça aussi, je ne sais pas, il y a des bureaux d'études qui travaillent dessus, et après les bureaux d'études, ils sont là pour faire quelque chose, ils recensent tout, mais après les parties compensatoires, c'est grâce au travail du bureau d'études, on ne peut pas autrement. Je sais que ce dossier-là, c'était dit de Paris, l'écosphère, ça s'appelait une autre chose, peu importe. Donc, voilà, c'est vrai que je trouve des fois pris un peu le marteau et la coupe, mais pour sortir de ces situations, je crois que c'est avec la ville Cadam aussi qu'il y avait des constructions qui étaient prévues. Il me semble que la dernière fois qu'on a fait une sortie d'atelier avec Daniel Pavon, il nous disait que voilà, il y avait encore des destructions, alors qu'il y avait des plans hyper protégés. Donc, l'économie, c'est sûr qu'on ne peut pas dire l'économie, elle s'en fout. Mais d'un autre côté, si on n'arrive pas à faire la part des choses, par contre, il ne faut pas être les inverses. Là, je vais vous taper dessus, mais il ne faut pas non plus, parce qu'il y a une plainte qui pousse à un endroit, alors qu'il y en a 10 000 à côté, dire mais celle-là, il ne faut pas la détruire. Je veux dire, ça aussi, il faut faire gaffe à par des choses. Après, voilà, ça dépend du type de projet, parce que une salle de gym comparée à un hôpital, déjà l'intérêt public, l'intérêt commun, c'est ça pour dire que beaucoup de projets raisonnent sur un intérêt réduit par rapport à la société. C'est juste, c'est comme dans le casino, pas la grande surface, c'est bien un casino. Ça apporte, à qui ça apporte? Ça veut dire ça apporte pas du bonheur aux gens, en l'occurrence. Ça apporte de l'argent aux propriétaires. Voilà, en fonction du type de projet. Et à la commune. Oui, alors le problème c'est que ça rejoint tout ce qui est élection et tout ça, en fait, et en ce moment, ce qui est, on va dire, à la mode, c'est la plupart des petites villes, des grands villages, ils construisent des contournements, donc des grandes bretelles pour fluidifier le centre, mais du fait, là, en faisant ça, ils fragmentent toutes les parcelles agricoles et l'espace rural, et ils vont dire oui, mais regardez, c'est fragmenté, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des ZAC, des lotissements. Voilà. Donc le problème, c'est que les porteurs de projets et les urbanistes ont compris un peu le mécanisme, justement, de compensation, parce qu'on parle beaucoup de connexion écologique quand on fait nos rapports. Donc c'est le policier et le voleur, c'est celui. Mais dans l'étude des études d'impact, il me semble qu'il y a une intervention de fragmenter les aménagements. Et si on fait une analyse diachronique, on peut très bien montrer qu'il y a eu une intention
en créant la bretelle, puis en faisant un aménagement successif et faire casser l'aménagement C'est justement successif. dans le sport, on tend de plus en plus à discuter ce point, le fait de appeler ça des effets cumulés. Voilà, notamment les effets cumulés de nombreux projets sur certaines espèces ou sur des habitats, et l'aspect diachronique qu'on prend en compte dans les études, et la fragmentation de la connectivité écologique est très importante. Mais le problème, c'est que c'est un métier, c'est un marché qui est récent, donc le savoir-faire il évolue en fonction de ce qu'on constate. Donc il y a des porteurs de projets qui vont s'adapter, qui vont développer des stratégies, nous voilà. Et le problème du bureau d'études, c'est que quoi qu'on dise, il est censé être indépendant, mais ça reste une relation client. Mais il est dépendant de Donc dans tous les cas, à la fin du projet, il faut qu'il ait satisfait le client, que le client revienne lui demander une étude. Après, le rôle du bureau d'études, c'est vraiment d'appliquer la loi. Donc nous, on fait notre métier de naturaliste au mieux, avec les inventaires. On propose des mesures au mieux pour éviter le maximum de destruction, mais on ne fait qu'appliquer la loi. Après, généralement, quand il y a vraiment des bureaux d'études qui favorisent un client, de toute façon, il y a des contre-pouvoirs, il y a des associations qui en font, il y a eu le cas de l'UCAL, ça c'est complexe. Et même une association peut très bien saisir la LEAL et demander une contre-expertise à un bureau d'études et ça se fait. Donc, mais dans tous les cas, on assiste tout de même à la destruction des habitats. Par exemple, le port autonome, le grand port maritime de Marseille, d'après moi, c'est perdu. C'est fini, de toute façon, c'est l'État qui est dessus. On peut dire ce qu'on veut, il y a telle espèce. L'enjeu économique est tellement mondial. Donc, c'est pour ça que si là, à cette échelle locale, on ne peut pas agir, il faut vraiment remonter et voir l'idéologie économique. C'est vraiment la manière de fonctionner en termes économiques qui induit ce genre de problème. C'est même par exemple on est observé pour extraire la soude. Pardon ? Je dis, quel est l'intérêt économique des saladelles par rapport au reste? Il est très très indirect. On n'en fait même pas des salades. Non, c'est vrai qu'on mange On n'en tire pas de la soude comme pour les autres, pour les salicornes par exemple. Si on a un point de vue utilitariste, ça sert à rien. On peut pas en faire grand chose. Alors peut-être d'un point de vue pharmaceutique, mais avec évidemment des recherches. Non mais justement, c'est là aussi qu'on se prend du recul. C'est que si cette saladelle elle est là, c'est que l'environnement, le marais salé, il est fonctionnel. Si le marais est fonctionnel, ça veut dire qu'il joue son rôle de filtre des eaux, de zone tampon, il abrite une certaine biodiversité. Donc c'est un indicateur d'une bonne santé d'un écosystème qui nous rend service. Il n'y a qu'à voir en termes sanitaires et en termes de nourriture d'agriculture, la destruction des écosystèmes ou la dégradation, ça se complique. Il y a qu'à voir les grandes sécheresses en Chine. Là, la déforestation, les arbres, l'arbre en lui-même, à la limite, il n'est pas protégé, on s'en fout. Mais le fait qu'il n'y en ait plus, ça montre que derrière, l'écosystème, il est plus en place, il ne joue plus son rôle. Donc la saladelle, elle a cette valeur-là, elle a tracé qu'elle est là, elle existe, et elle est tout, et ce tout, on en dépend. Donc sa valeur économique, c'est pour ça que je dis qu'il faut repenser l'économie, c'est pas moi qui dis, c'est économique, c'est philosophique. Mais sa valeur, elle est là, outre la valeur. C'est pour ça que la valeur marchande, elle n'est pas valable. Par rapport à ça, la valeur marchande, elle est à côté des réalités. C'est quelque chose de virtuel et qui fait que, de toute façon, le fait qu'il y ait la destruction d'écosystèmes, c'est la preuve que le système économique qu'on a mis en place, il est en contradiction avec les réalités de l'individu. C'est dur. On peut mieux le faire. C'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il n'y en a pas. Il y a une action qu'on peut mener juste chacun, c'est dans la sémantique, on revient à la sémantique. Utiliser des termes sont dangereux.
c'est une vision productiviste qui veut qu'un sol qui n'est pas arable, sur lequel on ne puisse pas mettre une culture, n'est pas un bon sol et il faut se transformer en sol arable. S'il vous plaît, n'utilisez pas ces termes, ne dites pas sol marginaux. Un sol salé a une fonctionnalité. Il a un écosystème ça forme un écosystème. Et surtout, ne donnons pas ce vocabulaire pour donner une valeur anthropique à nos environnements. Et on jouera dans le sens. Et quand vous écoutez dans les médias ce vocabulaire qui est utilisé à Essian pour amener une vision économique de notre environnement, eh bien il faut le décortiquer et surtout pas se l'approprier, le démonter. Alors voilà, c'est notre point. C'est vrai aussi que chaque plante en tant que telle soit une valeur. Une plante en tant que telle, je pense que tourbillon. Les plantes qui ont des tourbillons, bon, quelle valeur, je parle en tant que plante. Mais après, quand on arrive dans une tourbillon qui est complètement sèche, qui est complètement desséchée, ces plantes-là, on n'y voit plus. Donc il y a une relation qui fait que pour que ces plantes vivent, il faut que la tourbillon soit vivante, qu'il y ait autre chose. Voilà, donc, c'est pas tant la plante en tant que telle, bon, il y a la beauté de la fleur, la beauté de la plante, ça c'est un autre débat, mais en tant qu'utilisation de la plante en elle-même, je veux dire, il y a des plantes que bon, ça fout, ça sert à rien du tout, c'est vrai, mais dans une tourbière, si elles n'y sont pas, ça veut dire que la tourbière est en train de crever, de sécher complètement, et ça va pas. Donc, je veux dire, chaque plante, quand on la trouve quelque part, elle a bien son utilité parce qu'elle justifie quelque chose. Voilà, pour aller dans le sens où si on prend un smartphone, dans l'absolu, ça sert à rien. C'est une valeur économique, mais c'est une invention d'homme, et il pourrait très bien s'en passer. Oui. D'ailleurs, je m'adresse. Après, voilà, le problème, c'est qu'on est dans un système économique où on a une profession qui demande de traiter l'information, mais on va me dire qu'une plante est sympa, moi je vais me dire, ton smartphone, c'est certain. Tu le jettes à la poubelle. Voilà, et sauf que les dégâts qu'induisent la production de tel objet, voilà, pareil, quand tu recules, donc la notion d'utilité, elle est vraiment relative, elle amène à la discussion. Pardon. Des choses très intéressantes et une partie vous est. Vous avez une question? Ça prouve que le micro est plus utile que les fleurs. Oui. Oui, désolé, je pensais qu'on m'entendait en fait. Mais vu que je m'entends. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions à poser?